Les voyages temporels sont-ils possibles? Peut-on contrôler l'écoulement du temps? Deux personnes peuvent-elles vieillir à des rythmes différents? Le passé existe-t-il encore? Les trous noirs sont-ils des portes vers d'autres mondes? Et qu'en est-il des fameux paradoxes temporels? Nous aborderons toutes ces questions tout en discutant de quatrième dimension, de déformation de l'espace-temps, de trous de verre, d'univers parallèles et même de physique quantique. Bienvenue à la frontière du connu. Tout d'abord, il faut bien faire la différence entre les voyages dans le futur et ceux dans le passé. Les voyages dans le futur sont assurément possibles. On connaît au moins deux façons de réaliser des sauts dans le futur aussi loin qu'on le veut, de plusieurs années ou plusieurs siècles. Nous n'avons tout simplement pas encore la technologie pour le faire. En effet, l'écoulement du temps peut être contrôlé. Cela est vérifié en laboratoire. D'ailleurs, le GPS ne pourrait pas fonctionner si on ne tenait pas compte du ralentissement du temps. Par contre, les voyages dans le passé sont beaucoup plus problématiques. Ils semblent conduire à toutes sortes de paradoxes. Nous verrons comment il est possible de les contourner et comment certains voyages dans le passé pourraient être cohérents. Mais bien sûr, pour permettre de tels voyages, il faut que le passé existe encore, en quelque part. C'est la partie facile à résoudre. Et cela nous conduira à discuter de toutes sortes d'idées, quatrième dimension, déformation de l'espace-temps, trous noirs, trous de verre, univers parallèle, physique quantique et même du libre arbitre, cette sensation que nous avons de contrôler nos pensées. Il y a une différence fondamentale entre les voyages dans le futur et ceux dans le passé. Premièrement, les voyages dans le futur ne conduisent à aucun paradoxe. Deuxièmement, ils sont clairement possibles puisque cela est vérifié régulièrement en laboratoire, dans toutes sortes d'expériences. Pour faire des sauts dans le futur, il suffit de ralentir l'écoulement de son temps. Depuis Einstein, on sait qu'il existe deux façons de contrôler l'écoulement du temps, avec la vitesse et avec la gravité. Voici une petite histoire. Deux jumeaux ont 20 ans, l'un reste sur la Terre tandis que l'autre part en fusée. Il voyage à très grande vitesse, puis revient sur la Terre. Son voyage dure 1 an. À son retour, il est donc âgé de 21 ans. Mais quelle n'est pas sa surprise de constater que son frère jumeau resté sur Terre est maintenant rendu un vieillard de 90 ans. En fait, tous ses frères, sœurs et amis sont rendus des vieillards, car durant son voyage, il s'est écoulé 70 ans sur la Terre. Pourtant, lui n'a vieilli que d'1 année. Durant le voyage, le temps s'est écoulé beaucoup plus lentement dans la fusée que sur la Terre. Ainsi, en 1 an, le jumeau voyageur a fait un saut de 70 ans dans le futur de la Terre. En voyageant à plus grande vitesse encore, il pourrait faire un saut de plusieurs siècles ou même plus. Voici quelques comparaisons. Supposons que je fasse 3 voyages en fusée, toujours d'une durée d'1 an, mais à différentes vitesses. Si je voyage à 90% de la vitesse de la lumière, il s'écoule pendant ce temps 2 ans sur la Terre. Si je voyage plutôt à 99,9% de la vitesse de la lumière, il s'écoule plutôt 20 ans sur la Terre, mais toujours 1 an pour moi. Et si je voyage à 99,99999% de la vitesse de la lumière, il s'écoulera 2000 ans sur la Terre. Je reviendrai donc 2000 ans plus tard dans le futur de la Terre. Donc, pendant le voyage, mon temps se sera écoulé 2000 fois plus lentement que le temps terrestre. Ce n'est pas de la science-fiction. La vitesse ralentit vraiment l'écoulement du temps. Mais puisque pour réaliser de tels sauts dans le futur, il faut que les fusées voyagent à des vitesses proches de celles de la lumière, cela est bien sûr hors de portée de la technologie d'aujourd'hui. Par contre, on réussit exactement cela dans les accélérateurs de particules. Voici le CERN, le Centre européen de recherche nucléaire. C'est un gigantesque accélérateur de particules, un tunnel souterrain long de 27 km dans lequel on accélère des particules à des vitesses ultra proches de celles de la lumière. Les particules, qui sont des protons, vont tellement vite que leur temps s'écoule 7000 fois plus lentement que le nôtre. Auparavant, on a fait des expériences avec des particules instables, appelées muons, qui ont une certaine durée de vie. En ralentissant leur temps, on a réussi à les faire vivre 30 fois plus longtemps que normalement.
La gravité aussi ralentit le temps. Par exemple, proche de certaines étoiles ultra denses appelées étoiles à neutrons, l'écoulement du temps est énormément ralenti par rapport au nôtre. Beaucoup plus proche de notre vie quotidienne, il y a le système GPS, qui permet de se localiser n'importe où sur la planète en recevant des signaux de satellites en orbite autour de la Terre. Ces satellites subissent deux effets de modification de l'écoulement de leur temps, un effet à cause de leur vitesse et un effet parce qu'ils subissent une force de gravité plus faible que celle sur la Terre, puisqu'ils sont loin dans l'espace. Il faut absolument tenir compte de ces deux effets de modification temporelle pour que le système GPS fonctionne. Et les calculs doivent être précis au millionième de seconde. Bref, le ralentissement du temps est vérifié de toutes sortes de façons, c'est une réalité, il peut être contrôlé soit par la vitesse, soit par la force de gravité. Par exemple, si je fais voyager des satellites à différentes vitesses ou à différentes altitudes, je contrôle à ma guise l'écoulement de leur temps. Le temps est bel et bien malléable, ce n'est pas de la science-fiction. Par conséquent, des sauts dans le futur sont bel et bien possibles. Mais on ne peut pas revenir dans le présent avec ces techniques, parce que ce serait alors un voyage vers le passé, sujet que nous aborderons un peu plus loin. Notez que cette possibilité de faire des sauts dans le futur aussi loin qu'on le veut n'implique pas que le futur existe déjà. Répétons qu'il ne s'agit que de ralentir son vieillissement pendant que celui de la Terre s'écoule normalement. Une des découvertes fondamentales de la relativité est que, contrairement à ce que nos sens nous indiquent, nous ne vivons pas dans un espace à 3 dimensions, mais plutôt dans un espace-temps à 4 dimensions. En effet, le temps doit être considéré comme une 4e dimension qui s'ajoute aux 3 dimensions d'espace bien connues pour faire 4 dimensions au total. Mais nos sens ne peuvent pas percevoir plus de 3 dimensions. Par conséquent, il est très difficile de visualiser cette 4e dimension. Pour comprendre l'idée d'espace-temps, il faut donc réduire le nombre de dimensions en jeu. Voici 2 points qui bougent le long d'une seule dimension, c'est-à-dire une ligne. Ils se frappent puis rebondissent. Rajoutons le temps comme une 2e dimension. Voici la même collision dans l'espace-temps. Faisons glisser une cache opaque percée d'une fente sur cette figure. Que voyez-vous dans la fente? 2 points qui rebondissent l'un sur l'autre, exactement le mouvement de tantôt. La fente représente donc ce qui est perceptible par nos sens, tandis que son glissement correspond à l'écoulement du temps. Répétons. Voici l'espace-temps complet, mais nos sens ne perçoivent que ce qui apparaît dans la fente à un moment donné. La fente représente le présent qui avance dans l'espace-temps, qui avance dans le temps. Voici un autre exemple. Une balle qui rebondit entre 2 murs, puis son espace-temps. Maintenant, un objet qui grossit, puis explose, et son espace-temps. Un autre exemple encore, une chenille qui avance en s'allongeant et en se contractant, puis son espace-temps. Répétons le point fondamental. Ce qui est perceptible par les sens est ce qui apparaît dans la fente à un moment donné. Quand on enlève la fente et qu'on voit la figure au complet, on est dans la position d'une sorte de Dieu qui vit hors du temps et hors de l'espace. On voit tous les instants en même temps. Au début ici, quand l'objet était petit, un peu plus tard, quand il a grossi, encore plus tard, quand il a explosé. On ne peut pas normalement percevoir cette figure au complet. On n'en voit qu'une tranche qui glisse au fur et à mesure de l'écoulement du temps. Il faut donc bien faire la différence entre l'espace à une dimension, qui est perceptible par les sens, et l'espace-temps à 2 dimensions, qui est au-delà des sens. Nous pouvons refaire la même chose avec une dimension de plus, c'est-à-dire avec des objets à 2 dimensions spatiales. Leur espace-temps sera alors à 3 dimensions. Par exemple, voici un disque et un carré en mouvement sur un plan. Le disque se déplace en suivant un mouvement circulaire, tandis que le carré tourne sur lui-même. Voici maintenant l'espace-temps à 3 dimensions correspondant à cette situation. La fente en mouvement des figures précédentes est maintenant remplacée par un plan en mouvement. En se déplaçant, il reproduit sur sa surface les mouvements du disque et du carré. Ce qui correspond maintenant au monde sensible, c'est ce qui apparaît sur le plan. Voici donc différents moments,
maintenant, un peu plus tard, encore plus tard. Encore une fois, normalement, pour observer cette figure dans son ensemble, il faut être un genre de Dieu vivant hors du temps et de l'espace, car on perçoit tous les instants en même temps. Un dernier exemple, une danseuse en mouvement, puis la version correspondante dans l'espace-temps. Nous observons le flux de la danseuse à travers l'espace-temps. Dans nos exemples, on peut voir l'espace-temps au complet car nous avons réduit les dimensions en jeu. Dans la réalité, nos objets ont 3 dimensions spatiales et l'espace-temps est à 4 dimensions, impossible à dessiner, bien sûr. Mais c'est exactement la même idée. Nous évoluons à travers un espace-temps dont nous ne percevons qu'une coupe de moment en moment. À chaque instant, nous ne percevons qu'une coupe à 3 dimensions d'une réalité à 4 dimensions. Pour plus de détails sur le concept d'espace-temps et sur comment il explique le phénomène du ralentissement du temps, voir le site La relativité animée. Les voyages dans le passé sont beaucoup plus problématiques que ceux dans le futur. En particulier, ils semblent conduire à toutes sortes de paradoxes, comme on en voit souvent dans les films de science-fiction. En voici 2 bien connus. Premier paradoxe. Je retourne dans le passé rencontrer mes parents lorsqu'ils étaient jeunes et je les empêche de se rencontrer. Ma mère n'a donc pas eu d'enfant avec mon père. Elle ne m'a donc pas mis au monde. Pourtant, je suis là. Alors, d'où viens-je? Qui suis-je? Qui m'a mis au monde? Deuxième paradoxe. En 2025, un savant fou découvre comment construire une bombe ultra puissante qui peut pulvériser complètement la Terre. Il envoie les plans de sa découverte à lui-même, plus jeune, dans le passé, en l'an 2000. Ce dernier reçoit les plans, construit la bombe et fait exploser la Terre en l'an 2000. Mais de qui alors a-t-il reçu les plans, puisque la Terre a cessé d'exister en l'an 2000? Ces paradoxes sont-ils vraiment incontournables? C'est ce que nous verrons. En fait, pour voyager dans le passé, il faut 3 choses. Que le passé existe encore, savoir comment y retourner, contourner les paradoxes. Bien sûr, pour voyager dans le passé, il faut au préalable que le passé existe encore. Il faut que le passé soit encore là, en quelque part, pour que nous puissions y retourner. Revenons à cette idée d'espace-temps. La fente qui glisse représente l'écoulement du temps. Notre présent qui avance. Quand nous sommes rendus ici dans l'espace-temps et que les 2 points s'éloignent l'un de l'autre, la collision qui a eu lieu précédemment existe encore, ici dans l'espace-temps. Tout le passé existe encore. Cette idée est similaire à quand je roule en voiture sur une route. Si je dépasse une maison, elle continue d'exister derrière moi. Même chose dans l'espace-temps, quand je dépasse un moment, il continue d'exister derrière moi dans l'espace-temps. Revenons à l'explosion. Quand je suis rendu ici dans le temps et que l'objet a explosé, les moments précédents existent encore. L'objet non explosé existe encore ici. Ma réalité perceptible est rendue ici, mais le passé existe encore. Même chose avec le rond et le carré. Quand nous sommes rendus ici dans le temps, le rond est ici. Mais la position précédente du rond ici existe encore dans l'espace-temps ici. Voilà la magie de l'espace-temps, le passé existe encore. Notons par contre que le futur n'est pas nécessairement déjà établi. En effet, il faut rajouter à cette vision d'Einstein la physique quantique, qui nous dit qu'il existe un hasard fondamental dans la nature qui fixe les événements au fur et à mesure qu'on évolue dans le temps. Par conséquent, la vision complète de l'espace-temps est celle-ci. Le passé existe encore derrière nous, mais le futur, en avant de nous, est une sorte de flou quantique non encore fixé. Comme on l'a dit, pour faire des voyages dans le passé, il faut 3 choses. Que le passé existe encore, ce point est réglé, savoir comment y retourner, contourner les paradoxes. Passons au point 2, comment retourner dans le passé. En fait, les physiciens semblent avoir découvert comment faire en 1988. Ils pensent avoir découvert comment construire une machine à reculer dans le passé. Depuis ce temps, tout le monde cherche à découvrir le défaut de cette machine, car tout le monde se dit qu'il est impossible de reculer dans le temps. C'est ce que nous verrons.
Pour comprendre cette nouveauté, comment retourner potentiellement dans le passé, il faut aborder une autre facette de la théorie de la relativité qu'on appelle la relativité générale. Cette dernière a remis en question la vision newtonienne de la gravité. Selon Newton, la gravité est une force, mais pas selon Einstein. En général, lorsqu'un objet tourne, il faut une force qui le tire vers le centre. Par exemple, quand une roche attachée au bout d'une corde tourne au bout de mon bras, je tire vers le centre, je tire sur la corde. Si je lâche la corde, la roche part en ligne droite. Même chose pour la Terre qui tourne autour du Soleil. Selon Newton, la Terre tourne parce qu'elle est attirée par la force de gravité qu'exerce le Soleil. Mais selon Einstein, une telle force n'existe pas. Il y a plutôt déformation de l'espace, qui est représentée ici par le quadrillage. Toute masse déforme la structure de l'espace. Plus la masse est grande, plus la déformation est prononcée. S'il n'y avait pas de Soleil, l'espace ne serait pas déformé et la Terre voyagerait en ligne droite. Mais la présence du Soleil déforme l'espace, et alors la Terre suit la déformation de l'espace. Plus la déformation est prononcée, plus la planète est déviée fortement. Donc, la Terre tourne autour du Soleil non pas parce qu'elle est attirée par lui, mais parce qu'elle suit la courbure de l'espace provoquée par le Soleil. Mais nous ne percevons pas cette courbure, car elle se produit dans une dimension inaccessible à nos sens. Imaginez que l'espace est une toile transparente et que la Terre et le Soleil sont des boules opaques. Si nous éclairons le tout par-dessus, voici ce que nous obtenons. Nous sommes un peu comme des gens qui ne percevraient que l'ombre de la situation. Nous voyons la Terre tourner autour du Soleil, mais nous ne percevons pas la déformation de l'espace. Dans notre exemple simplifié ici, le monde perceptible à 2 dimensions, c'est-à-dire le plan, est déformé dans une 3e dimension. Dans la réalité, notre monde perceptible à 3 dimensions est déformé dans une 4e dimension, qui est différente de celle du temps. En réalité, la situation est plus compliquée car ce n'est pas seulement l'espace qui est déformé, mais l'espace-temps. Par conséquent, si un astre déforme l'espace-temps, il déforme aussi la dimension temporelle. C'est pourquoi l'écoulement du temps est modifié proche d'un quart céleste. Voilà donc les 2 grandes idées d'Einstein. L'espace et le temps doivent être fusionnés en un seul tout qu'on appelle l'espace-temps, et la présence de matière déforme cet espace-temps. Toutes les facettes vérifiables expérimentalement de cette vision de l'univers l'ont été parfaitement à ce jour, à une très grande précision. Comme on l'a vu, plus un objet est dense, plus il déforme l'espace. Un trou noir est un objet tellement dense qu'il déforme tellement l'espace qu'il le déchire. La déformation se transforme alors en une sorte de tunnel, et par conséquent, tout ce qui tombe dans le trou noir ne peut en sortir, ni la matière, ni même la lumière. C'est pourquoi il est noir, la lumière ne peut s'en échapper. Un trou noir est donc un véritable trou, un trou dans l'espace-temps. Beaucoup de trous noirs ont été découverts dans le cosmos. Ils sont formés au moment de la mort des étoiles géantes, lorsque l'extérieur de l'étoile explose, tandis que son cœur implose violemment. Et la question est, où s'en va ce tunnel? Il y a 3 possibilités. Soit le tunnel est un cul-de-sac, ce qu'on appelle une singularité, un point d'extrême densité où toute la matière engloutie est écrasée. Rien de très intéressant pour nous. Soit ce tunnel débouche sur un autre univers. On appelle alors ce tunnel un trou de verre, comme un ver de terre qui fait les tunnels souterrains. Ce trou de verre est alors une sorte de passage vers un univers parallèle, ou vers plusieurs univers parallèles. Nous reviendrons sur cette idée plus tard, mais plusieurs indices laissent supposer que notre univers n'est pas unique. Soit ce tunnel débouche dans notre propre univers, et cela devient très intéressant pour nous. Il y a 2 types de trous de verre. Des trous de verre avec un trou noir à un bout et un anti-trou noir à l'autre bout, qu'on appelle un trou blanc. Le trou noir absorbe tout et le trou blanc rejette tout. De tels trous de verre ne sont pas du tout intéressants pour voyager car ils sont à sens unique et surtout, leur énorme gravité pulvérise tout ce qui les traverse. Par contre, il pourrait aussi exister des trous de verre d'un autre type, dits exotiques, qui n'ont pas de trou noir et de trou blanc à leurs extrémités. Ces trous de verre fonctionnent dans les 2 sens. Et grâce à la matière exotique qui les compose, ils sont sécuritaires,
car ils n'écrasent pas les objets qui les traversent. Ils sont potentiellement utilisables. Et la fameuse découverte de 1988 est d'avoir montré que si de tels trous de verre existent, alors ils sont transformables en machines à voyager dans le temps. Notez qu'on ne peut percevoir le tunnel d'un trou de verre. On peut seulement voir l'entrée et la sortie. Dans l'exemple simplifié ici à 2 dimensions, le tunnel est dans une 3e dimension, en dehors du plan à 2 dimensions qui représente l'espace. Dans notre réalité à 3 dimensions, le tunnel est dans une 4e dimension, hors de nos dimensions usuelles. L'entrée et la sortie seraient des sphères, et le tunnel entre les deux passerait par cette autre dimension. On pourrait alors rentrer notre main dans une des sphères et la ressortir par l'autre sphère, sans qu'il n'y ait rien entre les deux. Comment transformer un trou de verre en machine à voyager dans le temps? C'est très simple. Rappelez-vous l'histoire des jumeaux. Le jumeau voyageur revient plus jeune que son frère resté sur Terre. Eh bien, si on déplace une des embouchures par rapport à l'autre, si on l'éloigne à toute vitesse et qu'on la ramène, alors on va provoquer un décalage temporel entre les embouchures, exactement comme entre les jumeaux au retour de la fusée. Plus on déplace rapidement l'embouchure, plus le décalage temporel est important. Supposons qu'on induit un décalage de 2 ans entre les embouchures. Si on traverse le trou de verre dans un sens, on fait un saut dans le futur de 2 ans. Si on le traverse dans l'autre sens, on fait un saut dans le passé de 2 ans. Les sauts dans le futur nous intéressent plus ou moins, car on connaissait déjà d'autres façons de les réaliser, mais les voyages dans le passé sont nouveaux. Bien sûr, pour bouger de cette façon une des embouchures, cela demanderait une quantité d'énergie phénoménale que nous ne savons pas maîtriser aujourd'hui. Mais le point important est que cela pourrait être possible en principe. De tels trous de verre existent-ils? Ce n'est pas encore démontré, mais cela semble permis par la relativité générale. Il est très probable qu'ils existent au moins à un niveau microscopique. Une objection qu'on mentionne souvent est la suivante. Si les voyages dans le passé sont possibles, pourquoi ne sommes-nous pas visités par des touristes en provenance du futur? La réponse est toute simple. De telles machines à reculer dans le temps ne permettent pas de reculer dans le passé avant la date de construction de la machine. Ainsi, si je construis aujourd'hui la première machine temporelle de l'histoire, elle va me permettre, dans le futur, de reculer vers le passé, mais pas avant aujourd'hui. Mais alors, si une telle machine est possible, qu'en est-il des paradoxes? Pour bien comprendre comment les paradoxes peuvent survenir ou ne pas survenir, considérons un exemple très simple pour commencer, un billard temporel. Voici un jeu de billard et nous allons suivre l'évolution d'une boule qui roule et subit une collision. Recommençons plus lentement en comptant le temps. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes. À 6 secondes, une autre boule sort. À 8 secondes, c'est la collision. À 10 secondes, la première boule tombe dans la poche et l'autre continue. Donc une boule sort à 6 secondes et une boule disparaît à 10 secondes. Mais en réalité, il y a un trou de verre qui relie les 2 poches. Et ce trou de verre a été transformé en machine à reculer dans le temps de 4 secondes, de telle sorte que si on rentre dans l'embouchure de droite, on en ressort 4 secondes plus tôt. Et donc, c'est la même boule qui tombe dans le trou à 10 secondes et qui en ressort à 6 secondes, c'est-à-dire 4 secondes plus tôt. La boule entre donc en collision avec une copie d'elle-même qui vient du futur et qui est retournée dans le passé pour la frapper. Cette boule qui sort à 6 secondes, c'est elle-même qui va tomber dans l'autre trou, dans le futur, à 10 secondes. Lorsqu'il y a 2 boules en jeu, il s'agit de 2 copies de la même boule, dont une qui a reculé dans le temps. Recommençons, sans parole cette fois, je vous laisse réfléchir. Donc voilà un exemple avec un retour dans le passé cohérent. C'est bizarre, oui, mais ce n'est pas illogique. Il n'y a pas de paradoxe, c'est cohérent. Par conséquent, les voyages dans le passé peuvent être cohérents. Le problème, c'est quand on les applique à des humains à cause justement du fameux libre arbitre. Voici maintenant un exemple pour bien comprendre comment les paradoxes peuvent apparaître. Voici ma machine à voyager dans le temps.
Il s'agit de deux armoires qui sont reliées par un trou de verre que je ne vois pas car il passe dans une autre dimension. Quand je rentre dans une armoire, je tombe dans le trou de verre et ressors par l'autre armoire, comme pour les deux poches de billard. Dans un sens, je voyage vers le futur, dans l'autre sens, je voyage vers le passé. La machine a été préparée pour permettre de reculer dans le passé de 12 heures. Quand je rentre par cette porte, je ressors 12 heures avant par l'autre porte. Voici la situation. Il faut bien suivre l'explication. Il est 11 heures du matin. Je décide que je vais rentrer dans la machine à minuit. Donc, je vais en sortir 12 heures avant, c'est-à-dire à midi. Donc, on commence. Il est 11 heures du matin. Je décide que je vais rentrer dans la machine à minuit. Le temps s'écoule. À midi, une copie de moi sort de la machine. Je discute avec moi-même pendant 12 heures. Puis, je rentre dans la machine à minuit et la copie de moi continue son chemin. Encore une fois, c'est un peu bizarre, en fait très bizarre, mais ce n'est pas incohérent, tout semble se tenir. Voici maintenant une petite variante. Je recommence. Il est 11 heures du matin, je décide que je vais rentrer dans la machine à minuit. À midi, une copie de moi sort. Je discute avec moi-même. Et là, je change d'idée. Je décide de ne plus rentrer dans la machine à minuit. Et je ne rentre pas dans la machine à minuit. Mais alors, la copie de moi qui est sortie à midi, d'où vient-elle? Pour sortir du trou de verre à midi, il faut y rentrer à minuit. Mais personne n'est rentré à minuit. Voilà le problème. Si je peux changer d'idée, toute la cohérence de la situation peut potentiellement s'écrouler. Voilà le point important. Puisqu'il y a un humain en jeu qui a un libre arbitre, c'est-à-dire qui peut prendre des décisions puis changer d'idée, les paradoxes apparaissent. Bref, contrairement aux boules de billard, nous pouvons détruire la cohérence des voyages dans le passé. Mais y a-t-il moyen de contourner ces paradoxes? Toujours en supposant que le libre arbitre existe. Car c'est sûr que si on suppose que le libre arbitre n'existe pas, que c'est une illusion, que je ne suis pas libre de mes pensées, de mes faits et gestes, et donc que je ne peux pas changer d'idée dans certaines situations, alors les paradoxes disparaissent, puisqu'on revient à la situation des boules de billard qui, elles, ne changent pas d'idée. Supposons que le libre arbitre existe, c'est plus rassurant. Y a-t-il moyen de contourner quand même les paradoxes? Pour comprendre comment résoudre le problème, il faut refaire l'expérience 2 autres fois. Jusqu'à maintenant, on a vu une première fois cohérente et une deuxième pas cohérente. Voici la troisième situation. Il est 11 heures du matin, je décide que je ne vais pas rentrer dans la machine à minuit. Donc à midi, personne ne sort de la machine. Le temps s'écoule et là, je change d'idée. Je décide de rentrer dans la machine à minuit, mais puisque personne n'est sorti de la machine à midi, ça ne fonctionne pas. Je rentre dans le trou de verre, mais je n'en sors pas. Donc une autre situation incohérente. Et maintenant, la quatrième et dernière situation, qui elle est cohérente, est très simple. Il est 11 heures, je décide que je ne vais pas rentrer dans la machine à minuit, personne ne sort à midi, je ne change pas d'idée, je ne rentre pas dans la machine, et je continue tout simplement. Tout se tient, en fait la machine n'a servi à rien. Bref, il y a 4 situations possibles, car il y a 2 choix au départ. Est-ce que je décide que je rentre ou non dans la machine à minuit? Et 2 autres choix plus tard, est-ce que je change ou non d'idée? Ce qui fait 4 possibilités, et parmi ces 4 situations, 2 sont cohérentes et 2 sont incohérentes. Comment tout cela se tient-il? Pour comprendre la solution des paradoxes, il faut revenir à nos schémas dans l'espace-temps. Voici l'espace-temps de la première situation qui était cohérente. Le temps s'écoule vers le haut. Voici le moment midi et ici le moment minuit. On imagine que notre faune glisse sur ce dessin comme précédemment. Puisqu'on représente la situation dans l'espace-temps, le trou de verre relie 2 moments différents. Voici ce qui représente l'entrée dans le trou de verre à minuit et ici la sortie à midi. La ligne bleue représente le premier moi qui va rentrer dans la machine à minuit. La ligne rouge représente le moi qui sort de la machine à midi. Et ici, un peu avant midi, c'est 11 heures. La dynamique de la situation est la suivante. Il est 11 heures du matin,
Je décide que je vais rentrer dans la machine à minuit. Le temps s'écoule. À midi, un double de moi sort de la machine. Je discute avec moi-même pendant 12 heures, puis je rentre comme prévu à minuit dans la machine. Et la copie de moi continue son chemin. Donc voilà, tout est cohérent, bizarre je le répète, mais cohérent. On peut rajouter schématiquement le trou de verre qui relie les deux embouchures. Il relie le moment minuit et le moment midi. Lorsqu'on tombe dedans à minuit, on en ressort à midi. Ici, le trou de verre est dessiné dans l'espace-temps. C'est pourquoi il relie explicitement deux moments différents, minuit et midi. Comme nous l'avions expliqué, ce trou de verre ne se trouve pas dans notre monde perceptible. Il se trouve dans une autre dimension. Ici, il se trouverait derrière notre dessin. Reprenons pour que les choses soient bien claires. Il est 11 heures, je décide que je vais rentrer dans la machine à minuit. À midi, un double de moi sort de la machine. Je discute avec moi-même pendant 12 heures, puis je rentre comme prévu à minuit dans la machine. Et la copie de moi continue son chemin. Cela était la première situation, qui est cohérente. Passons à la deuxième. Il est 11 heures, je décide qu'à minuit, je rentre dans la machine. Donc, par cohérence, il faut que quelqu'un en sorte à midi, mais je change d'idée. Je ne rentre pas dans la machine à minuit. Alors, on est les deux à continuer à exister indéfiniment. Mais celui qui est sorti ici, d'où vient-il, puisque personne n'est rentré ici? Rappelez-vous, il y a un tunnel derrière. Si quelqu'un en sort, il faut que quelqu'un y soit entré. Donc, cette situation ne marche pas. Il est important de passer en revue les 4 situations. Vous allez comprendre pourquoi. Voici la troisième situation, qui elle aussi est incohérente. Il est 11 heures du matin, je décide que je ne vais pas rentrer dans la machine à minuit. Donc, à midi, personne ne sort de la machine. Puis, je change d'idée, je rentre dans la machine à minuit, mais ça ne fonctionne pas, puisque personne n'est sorti à midi. Je rentre dans le tunnel, mais je n'en sors pas. En fait, j'ai disparu. Donc, une autre situation incohérente. Et maintenant, la dernière situation, très banale. Il est 11 heures, je décide que je ne vais pas rentrer dans la machine à minuit, personne ne sort à midi, je ne change pas d'idée, je ne rentre pas dans la machine et je continue tout simplement. Il ne s'est rien passé, en fait la machine n'a servi à rien, tout est cohérent. Donc il y a 4 situations. Je vais maintenant les mettre les 4 une à côté de l'autre. Elles sont dans l'ordre, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. La première était cohérente, je rentrais ici et sortait ici. Rajoutons le trou de verre pour que cela soit bien clair. La quatrième situation à droite est aussi cohérente. Personne ne rentre, personne ne sort. Mais les deuxième et troisième situations ont des problèmes. Ici, quelqu'un sort, mais personne ne rentre, tandis qu'ici, quelqu'un rentre, mais personne ne sort. Mais si je rajoute un trou de verre entre ces deux situations, tout fonctionne. Celui qui rentre ici ressort ici. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus quelqu'un qui entrait sans sortir, ni quelqu'un qui sortait sans rentrer. Celui qui sort ici est rentré ici. Tout est redevenu cohérent. Mais pour cela, il faut supposer quelque chose d'assez fantastique. Il faut supposer que les 4 situations existent simultanément, puisque quelqu'un passe d'une situation à l'autre. Il faut considérer que les 4 situations existent dans 4 univers parallèles. Dans chacun de ces univers, les mêmes personnages sont en jeu, mais avec des histoires différentes. 2 de ces univers sont cohérents, mais la seule façon de rendre cohérents les 2 autres univers est de les interrelier. Cela est une règle générale. Pour rendre cohérents les voyages dans le passé pour des humains doués de libre arbitre, il faut que toutes les possibilités existent simultanément. Remarquez que le nombre de personnages est conservé. Il y a 4 personnages au début, 1 dans chaque univers, et aussi 4 à la fin, mais 1 a changé d'univers. Il n'y en a plus ici, mais 2 dans celui-ci. Ici, il y a seulement 4 branches d'univers, car dans notre situation simplifiée, il y a seulement 4 possibilités. En général, il y a beaucoup plus de possibilités. Mais alors, il y aurait des copies de moi-même dans d'autres univers? La théorie quantique est la théorie du monde microscopique. C'est la théorie la plus efficace jamais conçue. Toute la technologie électronique l'utilise. Lecteur laser, iPod, ordinateur, clé USB, panneaux solaires, etc.
Toute la chimie aussi repose sur elle. Et c'est aussi la théorie la plus précise jamais élaborée. Sa précision a été vérifiée au 10 milliardième près, c'est-à-dire l'équivalent de mesurer la distance Montréal-Paris à la précision de l'épaisseur d'un cheveu. La théorie quantique est donc extraordinairement précise, efficace et performante. Pourtant, elle reste un mystère. Personne ne comprend ce qu'elle nous dit sur la nature de la réalité. Cette théorie remet en question les notions mêmes de matière, d'espace et de temps. Par exemple, l'espace et le temps, qui nous paraissent si fondamentaux, pourraient n'être que des concepts dérivés d'entités plus subtiles dont on n'a pas encore compris la nature exacte. Bref, la physique quantique nous force à redéfinir la réalité. De quelle façon exactement, on ne le sait pas, mais elle force à le faire. Voici une analogie. Une particule initiale se désintègre en 3 sous-particules qui s'éloignent l'une de l'autre. On fait des expériences sur chacune de ces 3 particules, on découvre leur structure, représentée de façon métaphorique par un coude. Puisque ces 3 particules formaient un tout au départ, les coudes doivent s'agencer pour former un objet unique. Mais voilà le problème, lorsqu'on tente de combiner les 3 coudes en un seul morceau, on obtient un objet impossible. La réalité qu'on associe naïvement à chaque particule ne permet pas de construire un tout global cohérent de la réalité. Il y a un problème avec notre vision usuelle de la réalité. Voilà la conclusion cruciale des expériences célèbres qui ont porté sur ce qu'on appelle le paradoxe EPR pour Einstein-Podolsky-Rosen. La conclusion incontournable de ces expériences est que la réalité telle qu'on la conçoit normalement ne réussit pas à rendre compte de certains résultats expérimentaux. Notez que, comme les coudes ont des angles de 90 degrés, même si on les tourne, leur agencement est impossible. Nous discuterons plus en détail de la physique quantique dans une autre série vidéo. Nous y verrons qu'elle permet de réaliser des choses qui semblent impossibles. Mentionnons simplement, peut-être la plus spectaculaire de ces réalisations, la téléportation quantique au niveau microscopique qui a été réussie à ce jour sur une distance de 16 km. Quel est le lien entre la théorie quantique et les voyages dans le passé? Nous y arrivons. Nous devons encore présenter 2 idées importantes. Premièrement, contrairement à la physique traditionnelle, la théorie quantique nous dit qu'il y a un hasard fondamental dans la nature, donc que le futur n'est pas déterminé. Au niveau microscopique, certains choix sont faits absolument au hasard. Deuxièmement, dans certaines situations, un objet quantique peut être à 2 endroits simultanément, aussi loin qu'on le veut l'un de l'autre. Voilà un autre miracle de la physique quantique, aussi vérifié en laboratoire. Voici une expérience qui combine tout cela. Un électron arrive dans une fourche. Selon nos concepts usuels, il doit prendre l'un ou l'autre des chemins. Mais pas selon la physique quantique. Il prend en même temps les 2 chemins. L'électron se dédouble en quelque sorte. Mais l'énorme subtilité est la suivante. Normalement, on ne voit pas l'électron car il est trop petit. Mais si on fait une observation expérimentale pour détecter où il se trouve, alors on l'observe seulement dans une des branches, pas dans les 2. Mais attention, des expériences raffinées permettent de démontrer que l'électron prend effectivement les 2 chemins, sauf quand on l'observe. Voilà un des grands mystères non résolus de la physique quantique. La matière microscopique se comporte différemment selon qu'on l'observe ou non. Mais précisons, par observation, on veut dire faire une mesure expérimentale. Lorsqu'on n'observe pas l'électron, il passe par les 2 chemins en même temps. Lorsqu'on l'observe, il apparaît seulement dans un des chemins. Et c'est ici qu'entre en jeu le hasard fondamental pour faire le choix entre les 2 possibilités. Personne ne comprend ce qui se passe exactement au moment de la mesure. Pourquoi l'électron passe d'un état dédoublé à un état unique? Et comment le hasard entre en jeu? En fait, cela semble plaqué artificiellement sur la théorie. Comment s'en sortir? Il existe une solution très simple sur le plan technique, mais fantastiquement déroutante sur le plan philosophique. C'est de dire, tout simplement, que l'électron ne passe jamais d'un état dédoublé à un état unique. Plutôt, au moment d'une mesure, l'univers se scinde en 2 branches, en 2 sous-univers. Dans l'un des univers, l'électron est observé dans le chemin du haut, dans l'autre, il est observé dans le chemin du bas.
Et donc, une copie de moi le voit dans la branche du haut et une copie de moi le voit dans la branche du bas. Par conséquent, les états dédoublés ne s'appliquent pas seulement aux particules, mais à tout ce qui existe dans l'univers. C'est ce qu'on appelle l'interprétation des mondes multiples de la théorie quantique. Bien sûr, c'est une interprétation ahurissante, mais pour chacun des moi, tout semble normal. Chacun observe une des réponses possibles de l'expérience sans prendre conscience qu'un double de lui a observé l'autre réponse dans un autre univers. Chaque moi poursuit une histoire différente selon le résultat qu'il a mesuré. Par exemple, j'hésite entre mettre mon chapeau ou ma casquette. Je semble faire un choix, mais les deux possibilités se réalisent. Dans chaque univers, tout semble normal. Et s'il y avait plutôt 4 choix possibles, donc 4 histoires possibles, l'univers se séparerait en 4 univers parallèles, chacun avec une des histoires. Comme pour notre fameuse expérience des armoires temporelles avec des voyages dans le temps, qui combinait en réalité 2 idées. Une qui vient de la relativité, celle des univers parallèles reliés par des trous de verre, et une idée qui vient de la théorie quantique, celle des univers parallèles créés par embranchement. Voilà, c'est la seule façon connue, cohérente de contourner les paradoxes des voyages temporels pour des humains doués de libre arbitre. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire que les voyages dans le passé sont possibles. Mais s'ils ne sont pas possibles, alors la raison n'a pas encore été trouvée. Il faut faire attention à la façon de formuler l'interprétation des mondes multiples de la physique quantique. Lorsqu'il y a dédoublement, il ne s'agit pas réellement de 2 univers physiques différents, mais de 2 réalités parallèles dans le même univers. Les mathématiques sont claires à ce sujet. Bien sûr, cette idée de monde multiple semble quand même fabuleusement extravagante, mais ce qui est amusant, c'est que personne n'a encore réussi à démontrer que cette idée est fausse. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est vraie. Et encore plus extraordinaire, il pourrait exister une façon expérimentale de vérifier cette idée absolument folle. Par conséquent, cette idée qui semble complètement métaphysique pourrait devenir un jour une idée vérifiable en laboratoire. Bien sûr, l'idée de voyage dans le passé appliquée à des humains semble aussi totalement extravagante, mais elle l'est beaucoup moins lorsqu'appliquée au monde microscopique, c'est-à-dire au niveau des particules. Des trous de verre assez gros pour être utilisés par des humains pourraient ne pas exister, ou ne pas être assez stables pour être traversés sécuritairement. Par contre, ils pourraient beaucoup plus facilement exister au niveau microscopique et être traversés régulièrement par des particules. En effet, l'espace et le temps nous semblent lisses à notre échelle, mais à très petite échelle, l'espace-temps pourrait être un monde en pleine effervescence, rempli de déformations microscopiques en perpétuel changement. Un peu comme pour l'océan, vu d'un avion de très haut, il semble parfaitement lisse, mais si on se rapproche assez, on commence à voir les vagues et la surface de l'eau qui peut être très mouvementée. Similairement pour l'espace-temps, à très petite échelle, dû à ce qu'on appelle les fluctuations quantiques, il pourrait être rempli continuellement de création et de disparition spontanée de micro-trous de verre traversés sans arrêt par des particules effectuant des va-et-vient temporels. En fait, toutes sortes d'indices semblent indiquer que dans le monde des particules, les voyages dans le passé pourraient être une réalité. En voici 3, présentés très succinctement, car le temps file. Premièrement, comme on vient de le dire, l'idée de trou de verre est très plausible au niveau microscopique. Et comme on l'a vu, tout trou de verre peut être transformé en machine à voyager dans le temps. Deuxièmement, et c'est peut-être l'indice le plus important, l'effet quantique derrière le paradoxe EPR, et qui se trouve à la base de la téléportation quantique, viole la causalité usuelle de la physique classique. Cela implique, d'une certaine façon, qu'au niveau quantique, des connexions supratemporelles existent, c'est-à-dire que des va-et-vient temporels sont réalisés, mais de façon aléatoire, donc incontrôlable. Troisièmement, les mathématiques de la physique quantique des particules semblent indiquer que l'antimatière pourrait être de la matière inversée temporellement, c'est-à-dire de la matière qui remonte le cours du temps. Il s'agit seulement de mathématiques, mais il faut souvent les prendre plus au sérieux qu'on le croit. En conclusion, un petit résumé de ce qu'on a vu. Ce qui est irréfutable,
le ralentissement du temps, les sauts dans le futur, la téléportation au niveau microscopique. Ce qui est hypothétique mais très plausible, les univers parallèles classiques, sans copie de nous-mêmes, les trous de verre au niveau microscopique, les voyages dans le passé au niveau microscopique. Ce qui est peut-être possible, mais tellement flyé, les univers parallèles quantiques, les voyages dans le passé pour des humains, la téléportation pour des humains. N'oublions pas que des idées qui semblent complètement métaphysiques à une époque peuvent devenir un jour vérifiables en laboratoire. Exactement comme il y a quelques siècles, quand certains ont commencé à spéculer théoriquement et mathématiquement sur la réalité possible de mondes qu'on pouvait imaginer être associés aux objets célestes, lune, planète, soleil, etc., beaucoup ont crié à l'hérésie. Car d'une part, cela semblait tout simplement inconcevable, et d'autre part, il semblait clair que cela allait rester de toute façon dans le domaine de la fabulation métaphysique invérifiable. Finalement, on a atterri sur ces mondes et on en a même ramené des cailloux. Quel est le statut de l'humain dans le cosmos? Il est clair que la grande histoire des sciences, au cours des siècles, est d'avoir détrôné l'humain de son piédestal, de son statut privilégié. Cela a commencé avec les révolutions de Copernic et Galilée, qui a montré que la Terre n'est qu'une planète parmi d'autres, donc que l'humain n'était pas le centre de l'univers. Ensuite, ce fut la révolution de Darwin, qui a montré que l'humain n'était qu'un animal parmi d'autres. Des révolutions qui semblent banales aujourd'hui, mais qui furent immensément difficiles à accepter à l'époque. Mais pourquoi s'arrêter là dans les révolutions? Pourquoi ne pas aller plus loin? Il est certain qu'on n'a pas tout découvert. C'est sûr que d'autres évolutions fondamentales s'en viennent. Les étapes naturelles, si on peut dire, seraient alors « Notre univers n'est qu'un univers parmi d'autres » et encore un saut de plus, « Notre moi n'est qu'un moi parmi d'autres ».